Nous allons passer à notre prochain conférencier. Un tout petit changement. Nous allons d'abord entendre le Dr Will Kymlicka, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en philosophie politique au département de philosophie de l'Université Queen's à Kingston. Il enseigne depuis 1998. Ses recherches portent sur des questions de démocratie et de diversité et sur des modèles particuliers de citoyenneté et de justice sociale au sein des sociétés multiculturelles. Il a publié 8 livres et plus de 200 articles traduits en 32 langues. Il a reçu de nombreux prix, dont en 2009 le prix Découverte en sciences sociales. Il co-dirige en compagnie, comme on l'a mentionné, avec Keith Banting, du Multiculturalisme Policy Index, un projet. Aujourd'hui, il explore la politique et la rhétorique, à savoir le thème de ce forum. Le micro fonctionne bien, oui. Merci, Susan, de cette gentille présentation et merci au Centre mondial de m'avoir invité à participer à ce dialogue. Depuis bien des années maintenant, je m'intéresse à l'idée de la citoyenneté multiculturelle, ce que cela signifie, quand cela fonctionne-t-il, dans quelles conditions est-ce que cela fonctionne, est-ce que c'est quelque chose de durable ou non. J'aimerais parler de cette expression qui est divisée en deux mots, en fait, multiculturel et citoyenneté. Qu'est-ce qu'on veut dire par citoyenneté multiculturelle? Parlons d'abord du mot multiculturalisme. On a des politiques sur le multiculturalisme qui sont typiquement canadiennes. Mais je fais quelques mots, pas en arrière, pardon. Une idée qui est assez commune entre tous ceux qui pratiquent cette politique. Ça touche l'ethnie de la personne. L'ethnie était autrefois délégitimisée comme étant une façon de participer ou de définir une société. Avant le multiculturalisme, nous avions ici, par exemple, une politique plutôt d'assimilation. On s'attendait à ce que divers groupes se cachent derrière cette politique d'assimilation. On essayait d'oublier un peu ou de cacher ses racines. Mais avec le multiculturalisme, on a accepté l'idée que une des façons d'être un bon Canadien, c'est d'être un bon Canadien grec, un bon Canadien chinois. Et une façon de contribuer à la société canadienne, c'est d'avoir des associations ethniques très vivantes, très actives. Alors, il n'y a rien d'anti-canadien ou de déloyal dans ce genre d'identité. Et dû au fait que nous avons légitimisé l'ethnicité, si vous voulez, l'ethnie, le fait d'être Canadien et d'agir comme Canadien, cela est allé un peu à l'inverse, à contre-courant par rapport aux institutions politiques ou publiques qui devraient, au contraire, embrasser ce nouveau concept, qui devraient consulter ces divers groupes, qui devraient réduire le nombre d'obstacles ou de barrières qui existent entre les groupes, devraient aider à définir l'ethnicité grâce aux médias, grâce aux écoles. On a un aspect quand même dans la population qui nous montre que nous sommes en fait très diversifiés. Alors, les institutions publiques ont une responsabilité d'accommodement ou d'adaptation raisonnable à ce que nous appelons le multiculturalisme. Tout au moins, c'est ce que moi j'appelle le multiculturalisme. Mais il est important aussi de ne pas voir le multiculturalisme tout seul, isolément. C'est important de le lier avec d'autres politiques. Ce qui m'intéresse, moi, c'est, par exemple, la politique sur la citoyenneté. Et voilà où je trouve qu'il y a des différences entre le Canada et l'Europe, ou tout au moins certains pays d'Europe. Dans certains pays d'Europe, au début, dans les années 70, on adoptait le principe de multiculturalisme pour des personnes qui étaient considérées comme temporairement établies dans le pays. Des travailleurs migrants, des personnes en transit, si vous voulez, qui avaient l'intention de retourner dans leur pays d'origine. Alors, on voulait renforcer, au contraire, leur lien avec leur pays d'origine.
Parfois, on appelle ça le multiculturalisme de celui qui va rentrer chez lui. Tandis qu'au Canada, le multiculturalisme s'appliquait à des groupes ethniques qui étaient ici depuis très longtemps. Comme vous le savez, un grand nombre d'entre vous, la plus forte campagne en faveur du multiculturalisme à la fin des années 60, ça visait les Canadiens d'origine ukrainienne. Ils étaient tous maintenant devenus citoyens canadiens. Alors, le multiculturalisme, à cette époque, était vu comme une politique qui s'appliquait à ses citoyens, plutôt que dans les pays d'Europe où c'est comme un choix entre les deux. Soit qu'on s'intègre, soit qu'on demeure étranger, si vous voulez. Ici, au Canada, on a adopté le multiculturalisme comme une façon d'être canadien. Ça fait partie de l'identité canadienne. Alors, ce n'est pas uniquement le statut légal, à savoir si on est citoyen ou on ne l'est pas, mais je vois plutôt le terme citoyenneté multiculturelle de façon plus profonde. Il s'agit là, je crois, d'encourager des pratiques de diversité, aider les groupes de mieux manifester et exprimer les valeurs de différentes sortes de citoyenneté. Je vais m'expliquer un peu plus. Si on revoit l'histoire des relations interethnies au Canada, on peut voir que pendant une grande partie de l'histoire du Canada, nous avons établi des rapports qui étaient surtout définis par le paternalisme ou la coercition. Regardons par exemple les relations entre les gouvernements venus d'Europe et les peuples autochtones. Pendant des siècles, les peuples autochtones vivaient dans ces terres. Alors, à l'arrivée des Européens, on a voulu imposer une façon d'agir, une façon de penser auprès des Autochtones. Au mieux, on peut appeler ça du paternalisme. On peut trouver des formes comparables dans d'autres domaines de la société, comme par exemple les rapports entre hommes et femmes. Traditionnellement, toujours donnaient la main forte aux hommes et permettaient une certaine considération que les femmes étaient inférieures, ou les préférences sexuelles, ou les personnes qui ont des limitations, qui n'en ont pas, au point de vue handicap physique ou mental. Alors, un grand nombre de cas peuvent être décrits pour définir ce que nous appelions à l'époque la citoyenneté de coercition ou de paternalisme. Même si sur papier, souvent, les personnes appartenant à ces divers groupes étaient considérées comme égaux, en réalité, ils étaient souvent victimes de discrimination, on les considérait incompétents. Les sociologues appellent cela maintenant des luttes pour devenir citoyen. Alors, plutôt que de la coercition et du paternalisme, on pense maintenant plutôt au consentement et à la participation et à la consultation. Le multiculturalisme à l'époque est censé restructurer le terme ou la compréhension du terme citoyen. Tout au moins, c'est l'idéal. C'est une façon d'essayer de comprendre le pouvoir potentiel du multiculturalisme. Évidemment, la question évidente, c'est est-ce que cela a fonctionné? Est-ce que le multiculturalisme a vraiment bien fonctionné? Ou alors, est-ce que cela a été un échec? Ça, c'est difficile de trouver une réponse à cette question parce que nous n'avons pas vraiment les preuves que nous aimerions avoir en sciences sociales pour mesurer les effets du multiculturalisme sur les diverses relations entre groupes ethniques ou autres groupes minoritaires. Mais nous avons quand même certains indicateurs. Et il y a eu des études nationales
ainsi que des études transnationales qui peuvent comparer, par exemple, l'expérience des enfants qui grandissent dans des démocraties occidentales, par exemple. Il y a eu des études dans ce sens. Et je crois que on n'est peut-être pas arrivé à la solution parfaite, mais on peut dire que le multiculturalisme a bien fonctionné, ou tout au moins a eu des effets salubres. Et en moyenne, les critères donnent de meilleurs résultats ici que dans d'autres pays où il y a eu d'autres façons d'imposer son multiculturalisme. Je vais vous donner un exemple. Une très belle étude qui a été écrite par Irene Bloomrad, qui est sociologue. La communauté vietnamienne à Boston comparée avec la communauté vietnamienne à Toronto. Quasiment un choix aléatoire, mais statistiquement parlant, on a vu que les deux groupes en question, Boston et Toronto, étaient essentiellement impossibles à différencier. Même niveau d'éducation, même niveau d'aptitude, même niveau de ressources, à peu près même date d'arrivée. À Toronto, par contre, les Vietnamiens se portent beaucoup mieux que les Vietnamiens ne se portent au point de vue économique à Boston. Il y a plusieurs raisons pour expliquer cela. Ça peut être dû aux lois sur la naturalisation, ça peut être dû à l'intégration, les politiques, la philosophie de base au Canada. Le multiculturalisme a mieux réussi que la fameuse mosaïque melting pot des États-Unis. Alors, il y a eu un vrai encouragement ici. On dit donner une place à la table, une chose qu'on dit existe ici au Canada, mais non pas aux États-Unis. Purement au niveau symbolique aussi, le sens de se sentir, le fait de se sentir les bienvenus ici au Canada était beaucoup plus fort que le sentiment vécu par les Vietnamiens qui venaient s'établir à Boston. Alors, symbolique, normatif et aussi dans les faits. Il semble clair qu'en Europe, il y a bien des gens qui croient que cette philosophie a échoué ou n'a pas réussi à atteindre les objectifs visés. Alors, qu'est-ce qui est le facteur qui détermine si le multiculturalisme fonctionne ou non? Est-ce que ça contribue à renforcer ou plutôt à affaiblir la société? Bien sûr qu'il faut plus de travail, mais je vais au moins mettre l'accent sur certains faits qui me paraissent pertinents. Je crois que le projet de la citoyenneté multiculturelle peut être considéré ou peut reposer sur deux hypothèses que j'appelle trop optimistes. La première hypothèse optimiste, c'est que les identités peuvent être mutuellement complémentaires. Ça, c'est fondamental au projet de multiculturalisme. Afin de devenir fortement attaché au Canada, il n'est pas nécessaire d'affaiblir ses liens avec ses racines ethniques. Il faut, au contraire, si des gens se sentent plutôt avoir deux identités complémentaires, c'est peut-être une hypothèse fausse. En fait, au contraire, dans les études qui ont été écrites à ce sujet, on rejette souvent cette hypothèse. Une deuxième hypothèse optimiste, c'est que si nous encourageons les immigrants à participer dans les institutions de la société en général, après un peu de temps, ils vont partager les mêmes idées, les mêmes philosophies, les mêmes valeurs. C'est ce qu'on appelle un peu l'effet d'aimant, l'effet d'attraction de la gravité. Et cela aide à accélérer ou à renforcer l'établissement d'un consensus entre ces valeurs démocratiques
C'est un peu l'effet de la gravité. Alors, une autre idée que l'on a trouvée dans d'autres pays, c'est que avant qu'on puisse permettre à un immigrant, par exemple, de participer à notre vie politique et démocratique, il faut s'assurer que ces personnes aient vraiment embrassé les valeurs de démocratie, pleinement adhéré à ces valeurs. Et on va trouver toutes sortes de moyens de les mettre à l'épreuve. Un projet peut dire oui, permettons-leur d'entrer dans le pays, mais tout de suite plaçons-les dans des institutions sociodémocratiques qui vont leur permettre de renforcer leur engagement à la démocratie. Et en fait, on trouve dans bien des institutions, à plusieurs étapes de l'histoire, qu'il y a eu ce genre de phénomène qui s'est produit. Mais certaines personnes voient cela un peu comme une hypothèse exagérément optimiste. C'est-à-dire qu'en permettant aux gens qui, c'est comme s'il y a eu une idée préconçue que si ces personnes ne sont pas tout de suite intégrées dans des institutions démocratiques, qu'ils vont poser une menace à la démocratie du pays d'accueil. Alors, bien souvent, des gens ont perdu leur optimisme. Ils ont perdu leur optimisme sur l'effet de ces institutions libérales démocratiques sur leurs propres valeurs. Et ils ont perdu, en fait, comme résultat direct, ils ont perdu leur enthousiasme à la citoyenneté multiculturelle. Alors, ça explique un peu des réactions contraires, une espèce de rejet parce qu'ils pensent que c'était trop optimiste ou trop naïf. Mais comme Keith a dit, le résultat, ça n'a pas été nécessairement la disparition ou l'abrogation de certaines politiques. Non, les politiques existent toujours, mais plutôt ce qui s'est passé, c'est que des pays ont complémenté leur politique de diversité avec ils ont ajouté des politiques d'intégration civique. C'est une façon d'adapter ou d'exprimer leur peur ou leur insécurité devant la présence d'immigrants. Et c'est pas en se débarrassant de politiques de multiculturalisme qu'on y est arrivé à ces fins, mais plutôt, et ressentant cette peur, on a ajouté des politiques d'intégration, ce qui est une façon indirecte d'attaquer ou de lutter contre les immigrants. Alors, comme Keith a dit, je ne crois pas nécessairement que les politiques d'intégration soient en contradiction avec les politiques de multiculturalisme. Comme il a dit, ici au Canada, on a pu établir les deux aspects. Mais ce qu'on voit en Europe, c'est que, pas dans tous les pays d'Europe, mais dans certains pays d'Europe, les formes d'intégration civique adoptées semblent fonctionner par le biais des immigrants eux-mêmes, restent autonomes, et ils continuent à être intégrés. Ça peut, je crois, mener à de bons résultats. Mais dans d'autres pays d'Europe, par contre, je vois une idée inverse, c'est-à-dire que l'État doit devenir plus paternaliste et doivent plutôt ne plus tenir compte de l'autonomie, mais plutôt la coercition. Alors, ça n'est pas le seul exemple. Il y en a d'autres, mais on a vu qu'il y a une certaine réapparition des anciennes politiques de paternalisme et de coercition. Pas partout, mais ça existe. Et ailleurs aussi, dans certaines autres régions, dans bien des pays, on peut être encouragé par le fait qu'on a renforcé les politiques de multiculturalisme
et qui sont accompagnés maintenant de nouvelles politiques d'intégration, mais qui sont habilitantes plutôt que d'être un obstacle, comme par exemple en Finlande ou en Suède. Et par conséquent, je crois qu'un modèle de citoyenneté multiculturelle peut cohabiter et devenir une option tout à fait acceptable et viable des deux côtés de l'Atlantique. Merci.